à toutes et à tous, salam alaikum. C'est un véritable plaisir et un véritable honneur d'être aujourd'hui présente parmi vous pour ce deuxième congrès international de l'AMPIC. C'est d'autant plus un grand plaisir pour moi que ce congrès et l'organisation de ce congrès, avec la SPILF, je peux le dire, je parle en mon nom propre et au nom de la délégation française, on a été intégrés dans la conception de ce programme qui, je dois le dire, est aussi l'œuvre d'une femme motivée et qui a travaillé dans l'ombre et qui, je crois, mérite qu'on l'applaudisse encore aujourd'hui maintenant, Madame la Présidente, qui a travaillé dans l'ombre pour ce programme qui fait honneur, et je dois le dire, et je le dis sans rougir, et fait honneur à l'infectiologie marocaine, fait honneur à l'infectiologie africaine, mais fait aussi honneur à l'infectiologie internationale. Donc merci de nous avoir intégrés dans ce programme prestigieux. Et donc sans plus tarder, je vais essayer de vous parler en 30 minutes, peut-être moins, des nouvelles recommandations de la tuberculose que la Société de pathologie infectieuse de langue française et la Société de pneumologie de langue française vont émettre dans les prochaines semaines. Donc c'est des recommandations qui ne sont pas encore sorties. Et donc vous aurez l'exclusivité des premiers scoops qui vont émaner de ces recommandations. Avant de vous parler de ça, je voudrais vous dire un mot de l'épidémiologie de la tuberculose dans le monde et en Afrique. On va faire juste un petit point flash, juste pour être sûr qu'on part tous des mêmes bases, parce qu'il y a eu quelques modifications, quelques changements dans les suites de la pandémie Covid. Et je voudrais qu'on soit tous un peu sur la même page avant de parler des nouvelles recommandations. Ça nous servira ensuite à l'adapter et à discuter ensuite pour mieux comprendre ce qui est adaptable ou pas en dehors du contexte français. Donc, je pense que vous connaissez tous le Global TB Report. Chaque année, l'OMS publie un rapport sur la tuberculose dans le monde. On n'a pas encore celui de 2025, il va sortir dans quelques semaines. Mais dans le Global TB Report de 2024, qui porte donc sur les données de l'année précédente, 2023, il y avait 11 millions de nouveaux cas de tuberculose dans le monde. C'est un pic historique. Avant 2022, on avait une baisse continue des nouveaux cas de tuberculose dans le monde. Et en 2022-2023, on a eu une ascension de ce nombre de cas avec 11 millions donc, de cas, nouveaux cas diagnostiqués. C'est probablement lié au rattrapage des déclarations et des diagnostics post-pandémie. Donc il y a 8 pays qui concentrent 2/3 des cas incidents de tuberculose. Bien sûr, le point majeur, c'est l'Asie, avec notamment l'Inde, la Chine, le Pakistan, l'Indonésie, les Philippines, le Bangladesh. Mais l'Afrique n'est pas en reste, avec 2 pays, le Nigeria et la République démocratique du Congo, qui concentrent beaucoup de cas incidents de tuberculose, y compris à l'heure où on se parle, en 2025. Et on va discuter ensuite, dans la partie un peu débat, table ronde, comment on peut aussi faire en sorte que les recommandations qui sont émises ça et là puissent être adaptées dans les pays qui en ont le plus besoin. Et donc, comme je vous le disais, l'Afrique est malheureusement trop bien représentée dans les pays à fort fardeau de la tuberculose. Là, vous voyez, dans les pays qui sont encerclés en rouge, on voit notamment le Congo, l'Éthiopie, Sierra Leone. Donc, c'est le pays à plus fort fardeau de tuberculose dans le monde, mais aussi tuberculose et VIH. Et ça, c'est le professeur Tassi qui vous en parlera mieux que moi. Beaucoup de pays sont représentés, comme par exemple la République démocratique du Congo, la Zambie, le Zimbabwe, et malheureusement un problème qui va devenir de plus en plus fréquent et prégnant dans les prochaines années, la tuberculose résistante à la rifampicine, avec, vous voyez, des pays comme la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, qui font partie des pays qui ont le plus fort fardeau de ces pathologies, et en particulier de la tuberculose résistante. Donc, ce sont des mauvaises nouvelles, mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la région OMS Afrique, c'est la région qui enregistre la plus belle baisse dans la mortalité liée à la tuberculose, moins 42% depuis 2015, et c'est vraiment un succès qui n'est pas vraiment souligné comme il se doit dans le Global TB Report de 2024, mais l'Afrique est sur la bonne pente. Et on va voir ensemble ce que, par exemple, les recommandations françaises et les discussions qu'on peut avoir autour peuvent s'appliquer et se discuter dans les pays à fort fardeau, notamment en Afrique, que ce soit Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne. En profil de la Coupe d'Afrique des Nations, vous allez avoir beaucoup de transit dans les pays participants, et notamment au Maroc, avec notamment beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, et un pays qui me tient particulièrement à cœur, la République démocratique du Congo, par exemple. Si vous ne savez pas l'épidémiologie de la tuberculose, si vous ne savez pas, par exemple, combien le pourcentage de tuberculose résistante
en DRC, eh ben, vous avez ce site qui est émis par l'OMS. Le QR code ne marche pas actuellement parce qu'ils sont en train de mettre à jour le site, mais il marchera à partir de 14 h. Je les ai eu au téléphone tout à l'heure. Et donc, en ayant ce site en poche, vous pouvez, devant un patient qui vient d'un pays donné, vous ne connaissez pas l'épidémiologie, vous ne savez pas combien de pourcents, par exemple, de tuberculose résistante ils ont, vous avez cet outil qui vous résume un petit peu ce que vous devez savoir sur l'épidémiologie de la tuberculose pour chaque pays, pas seulement l'Afrique, hein, mais des pays du monde entier. Donc, je vous ai parlé un peu de l'épidémiologie et de la tuberculose en Afrique. Maintenant, on va parler des nouvelles recommandations françaises. Vous verrez qu'il y a encore des questions qui sont en suspens, des questions qui sont en débat, et ça nourrira la discussion de tout à l'heure. Et donc, les recommandations sont découpées en plusieurs volets. Un grand volet sur les modalités de diagnostic de la tuberculose et un second volet sur le traitement. La partie prévention, elle, va être traitée dans une autre recommandation, notamment qui sera émise par le Haut Conseil de santé publique, et donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Mais pour ce qui concerne le diagnostic, je vous pose une question. Quand vous avez un patient qui a une tuberculose très probable devant vous, il tousse, il crache, il est à risque, quand vous suspectez une tuberculose maladie chez un patient, qu'est-ce que vous demandez comme test diagnostique ? Plusieurs propositions. Vous réfléchissez à celle qui vous paraît la plus adaptée en 2025, au jour où on se parle. Si vous avez ce patient aujourd'hui qui se présente à vous, est-ce que vous faites un examen cytobactériologique des crachats en mycobactériologie, ce qu'on appellera des BK crachats pour le reste de la présentation, à J1, J2, J3 le matin à jeun? Est-ce que vous faites juste J1, J2? Est-ce que vous faites 2 BK crachats le matin à jeun? Est-ce que vous faites 2 BK crachats n'importe quand le premier jour, à jeun, pas à jeun, matin, après-midi, dans la journée? Ou est-ce que vous faites seulement un seul BK crachat le premier jour où vous le voyez? Alors, avant ces nouvelles recommandations en France, je vous explique comment on faisait. Un patient arrive, on est le premier jour, il est fortement suspect de tuberculose, j'attends le lendemain, le matin à jeun, pour le faire cracher et demander un examen BK crachat, donc un examen mycobactériologique de ces crachats, et je fais ça 3 jours de suite. Donc, c'est un malade qui doit rester à jeun, qu'on réveille à 6 h pour faire des crachats, et ça demande 3 jours. Maintenant, avec les nouvelles recommandations, mon malade arrive aujourd'hui, je lui donne directement 2 pots. Il peut cracher tout de suite, à partir du moment où ça vient de ses poumons et que c'est pas salivaire, et il peut faire les 2 prélèvements le même jour, même s'il n'est pas à jeun. Donc maintenant, quand j'ai un patient qui arrive dans mon service, je lui donne les 2 pots directement, il crache, je les envoie au labo, et en général, j'ai le diagnostic le jour même ou le lendemain. Ça repose sur quoi, ce changement de recommandation? Eh bien, l'apport de ce 3e crachat qu'on faisait systématiquement, il a un rendement supplémentaire de sensibilité qui est très limité, plus 2 à 7 %, avec une étude française notamment qui est citée, même 2 études françaises. Le 3e crachat, il ne sert pas à grand-chose. Les prélèvements de crachat pour recherche de BK peuvent se faire sur un seul jour, plutôt que sur plusieurs jours, ça n'augmente pas la sensibilité. Et enfin, le BK crachat le matin à jeun n'a pas de rendement supérieur comparé à un crachat spontané fait dans la journée. La deuxième chose dont je voulais parler sur le plan diagnostic, c'est en France, j'ai un patient, le même patient, il est suspect de tuberculose, il crache, je vois des BK, des barres en fait au direct, il va avoir un GenExpert tout de suite. Comment ça se passe chez nous en France? C'est peut-être différent dans les différents pays qu'il y a dans l'Assemblée, on en discutera peut-être tout à l'heure. Donc, j'envoie mon crachat au laboratoire, on recherche des bacilles acido-alcoolo-résistants par la coloration de Zell-Nielsen ou Auramine, ça dépend des centres, des fois on fait les deux. Si on voit des bacilles acido-alcoolo-résistants, tout de suite, le laboratoire va nous répondre à la question, est-ce que ces bacilles acido-alcoolo-résistants, c'est du Mycobacterium tuberculosis complexe ou est-ce que c'est une autre mycobactérie? Et est-ce que c'est une bactérie qui est sensible? Donc, en France, en général, et dans mon centre en particulier, on utilise le GenExpert. On met le crachat directement dans le GenExpert, et au bout d'une heure et demie, j'ai la réponse de est-ce que c'est bien du Mycobacterium tuberculosis, et est-ce qu'il n'y a pas de mutation dans le gène RPOB qui confère la résistance à la rifampicine. Ensuite, bien sûr, ce crachat, quoi qu'il arrive, va finir en culture sur milieu spécifique, solide et ou liquide. Nous, dans mon centre, on fait les deux, et en antibiogramme, bien sûr, si la culture est positive. Donc là, les recommandations, on dit, OK, on continue à faire systématiquement, quand l'examen direct est positif, ce test d'amplification génique pour répondre à la question, est-ce que c'est bien du Mycobacterium tuberculosis complexe? Est-ce que c'est bien sensible à la rifampicine? Mais si l'examen direct est négatif, on ne le fait pas. Il faut vraiment que l'examen direct soit positif. La seule
Justification pour faire ce test d'amplification génique alors qu'on a un examen direct négatif, c'est si on a une forte suspicion clinique. Moi, par exemple, la semaine dernière, je l'ai demandé pour un patient qui est dans un foyer de migrants à côté de mon hôpital où il y avait déjà 10 cas de tuberculose. Il avait des lésions pulmonaires compatibles. L'examen direct était négatif. J'ai envoyé quand même en GenExpert et le GenExpert était positif. Les tests génotypiques de la résistance sont systématiquement faits chez nous en France et c'est le sens de la recommandation. Pour la rifampicine, je vous le dis, dès J1, dès l'examen direct, sur le crachat. Et ensuite, sur la culture, on recherche les mutations conférant les résistances à l'isoniazide INHA et 4G. Ça, c'est pour tout patient qui a une tuberculose, d'ailleurs pulmonaire comme extrapulmonaire. Et bien sûr, et ça c'est un message fort de la recommandation, on ne fait pas de contrôle de tests d'amplification génique dans le suivi, parce qu'il reste très longtemps positif, même après la négativation des cultures. Bon, là c'était le cas facile, le malade il crache. Quand le malade ne crache pas et que vous avez une forte suspicion de tuberculose pulmonaire, qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que vous demandez des bécatubages, des crachats induits, une fibroscopie bronchique avec une aspiration bronchique, une fibroscopie bronchique avec un LBA ou une fibroscopie bronchique avec un BK-crachat post-fibro en salle d'endoscopie? Alors, ce que les recommandations vont proposer maintenant, c'est de privilégier la fibroscopie bronchique avec aspiration bronchique, ce qui est préférable au LBA, un petit peu moins invasif, suivi d'un BK-crachat post-fibro en salle d'endoscopie de préférence. Dans mon hôpital, quand les malades ont la fibro, ils vont à la fibro avec le pot de BK-crachat qu'ils font immédiatement après avoir eu la fibro. En deuxième intention, les recommandations proposent de faire des expectorations induites avec des aérosols de sérum salé hypertonique, avec le kinésithérapeute ou la kinésithérapeute. Ça, dans mon hôpital, qui est pourtant un centre où on voit beaucoup de tuberculose, mes kinés ne sont pas capables de le faire. Dans certains centres, on y arrive, mais vous voyez, même au sein d'un même pays, parfois, en fonction des centres, on n'arrive pas à adapter forcément les recommandations. Et le tubage gastrique est relégué en troisième recours avant. C'était l'examen qu'on faisait en première intention quand le malade ne crachait pas et qu'on suspectait une tuberculose pulmonaire. Maintenant, on va passer aux tuberculoses extrapulmonaires. Les recommandations positionnent bien l'adénosine des aminases, que je vais abréger en ADA dans la suite des diapositives, dans les liquides séreuses, pleurales, péritonéales, péricardiques et le liquide cérébrospinal, parce qu'elle a une excellente valeur prédictive négative. En gros, si l'ADA est négative, c'est un fort argument pour penser que le malade n'a pas de tuberculose ou n'a pas de localisation tuberculeuse de l'atteinte des séreuses ou du liquide cérébrospinal. Donc ça, on le demande systématiquement quand on fait une ponction pleurale, péritonéale, péricardique et quand on fait une ponction lombaire. Pour l'imagerie, toute tuberculose pulmonaire suspectée doit avoir une radio de thorax, ça coule de source. Et en fait, le sens des recommandations, c'est plutôt de se dire, on s'arrête là si les lésions sont typiques. S'il y a une grosse caverne sur la radio, on ne va pas aller au scanner. On fait un scanner si la radio de thorax elle est atypique, si la radio de thorax elle est normale et que le patient est fortement suspect de tuberculose, ou pour mieux évaluer la contagiosité, savoir s'il y a vraiment on a un doute sur une caverne, on va faire le scanner. En pratique, en France, et je dois le dire, hein, moi dans mon service, si j'ai un patient qui a une grosse caverne à la radio, il va quand même aller au scanner. Donc c'est des recommandations qui sont aussi là pour nous dire, prescrivez pas trop d'examens, s'il a une caverne à la radio, ça suffit, pas besoin d'aller au scanner. Par ailleurs, chez la femme enceinte, un point important que soulignent les recommandations, il n'y a pas de contre-indication à réaliser un examen d'imagerie thoracique en cas de suspicion de tuberculose pulmonaire forte, quel que soit l'âge gestationnel, parce que la balance bénéfice-risque, elle est en faveur de diagnostiquer cette tuberculose, alors que si on attend, on se dit « ah, j'ai pas envie de l'irradier », on perd des chances en fait. En cas de tuberculose pulmonaire, il faut faire un scan abdominopelvien si on a un argument clinique ou si le patient est immunodéprimé. Par exemple, le patient vivant avec le VIH, il dénonce systématiquement un scanner abdominopelvien. En cas de tuberculose extrapulmonaire suspectée ou prouvée, il faut rechercher systématiquement une atteinte pulmonaire associée avec un scanner thoracique et rechercher des mycobactéries dans l'expectoration si des lésions sont évocatrices, parce que la vraie question derrière ça, c'est combien de temps j'isole mon malade, est-ce qu'il est contagieux? Au-delà de la question personnelle et le cercle du patient, c'est aussi une question de santé publique, de pouvoir dire aux autorités, on a diagnostiqué une tuberculose, mais il n'est pas contagieux. Si vous avez une miliaire hématogène, l'IRM cérébral maintenant est systématique dans les recommandations, ce n'était pas le cas avant, avec la réalisation d'un scanner thoraco-abdominopelvien en bilan d'extension en fait, de la miliaire, systématiquement faire des hémocultures BK,
Et ça, c'est une nouveauté dans les recommandations, et ça, je l'avoue, on le fait quasiment jamais dans mon centre, par exemple. Un fond d'œil, ça peut aider au diagnostic si, par exemple, on a une miliaire typique, on n'arrive pas à mettre en évidence Mycobacterium tuberculosis. On envoie le patient chez l'ophtalmo, il y a des signes indirects qui peuvent nous aider, y compris, et surtout, si le patient n'a pas de signe ophtalmo, il faut quand même aller au fond d'œil si on n'a pas de diagnostic microbio clair. Ça, c'est une diapo que j'ai sortie du Global TB Report de 2024, où l'OMS nous dit, en fait, il y a 5 grands facteurs de risque de tuberculose. Vous voyez que le poids de la malnutrition est très important. Ensuite, il y a l'abus de boissons alcoolisées. Ensuite, il y a le tabac. Et enfin, en 4e position, la co-infection avec le VIH. Mais ça, le professeur Tassi vous en parlera mieux que moi. Et enfin, le diabète. Et donc, dans les recommandations françaises, maintenant, on dit une tuberculose, quelle que soit la localisation, on recherche systématiquement une infection par le VIH et on recherche systématiquement un diabète sur la base de ces données du Global TB Report 2024. Et par ailleurs, on recherche une prédisposition génétique si on a une tuberculose très disséminée, si on a des rechutes, des récidives, ou qu'on n'arrive pas à comprendre très bien pourquoi le malade rechute, si le patient a des antécédents familiaux de déficit immunitaire ou des signes évocateurs de déficit immunitaire, s'il a des formes de tuberculose qui accompagnent une myélodysplasie, une monocytose, une pathologie maligne ou auto-immune, et que le patient n'a pas d'immunosuppresseur, c'est quand même des signes qui nous font dire qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une prédisposition génétique. Donc nous, on envoie systématiquement, dans ces cas-là, on a un circuit bien établi, on envoie des prélèvements au centre de référence qui nous répond sous un mois, en fait, est-ce qu'il y a une prédisposition génétique ou pas, ce qui nous permet de faire l'enquête autour de la famille. Ensuite, chez le patient immunodéprimé, il y a quand même un point très important dans les recommandations, c'est qu'il ne faut vraiment pas louper le diagnostic chez le malade immunodéprimé. Donc si le patient ne crache pas, on fait la fibrobronchique, on fait l'aspiration bronchique. Normalement, on s'arrête là s'il n'est pas immunodéprimé. S'il est immunodéprimé, on va jusqu'au lavage broncho-alvéolaire. Et on fait systématiquement une hémoculture BK chez l'immunodéprimé et en particulier chez le patient vivant avec le VIH, parce qu'ils sont plus à risque de formes disséminées. Et on fait un scanner thoraco-abdominopelvien d'emblée en bilan d'extension, puisque, comme vous le savez, patients immunodéprimés, parfois les manifestations cliniques ne permettent pas de déceler des localisations autres que la première qu'on découvre. Donc, les points clés des recommandations sur le plan diagnostic, c'est que maintenant, on peut faire 2 BK crachats le même jour, pas forcément à jeun. Donc, le malade arrive, il a ses 2 pots dans la main quand je vais le voir. Pas de test d'amplification génique. Si on a une faible suspicion de tuberculose, parce que la valeur prédictive positive est faible, il y a vraiment un risque de faux positif. Donc, ce n'est pas anodin de donner une quadrithérapie antituberculose à un patient. Donc, il ne faut pas faire de faux diagnostics. Si le patient ne crache pas, eh bien, on fait la fibro avec l'aspiration bronchique. S'il est immunodéprimé, on pousse jusqu'au lavage broncho-alvéolaire et on fait BK crachat post-fibro. Le patient qui va à la fibro, il a son pot de BK crachat dans la main et il crache après sa fibro. Bien sûr, la place des crachats induits, qui est maintenant 2e intention chez le malade qui ne crache pas après la fibroscopie, c'est une très bonne idée, mais ça dépend vraiment des centres. Moi, à mon centre, on voit beaucoup de tuberculose, mais qui ne sont pas formés à faire ça. L'adénosine désaminase dans les séreuses et dans le liquide cérébrospinal, c'est très important, avec sa valeur prédictive négative qui est très élevée et qui permet vraiment de trancher tuberculose, pas tuberculose. Si on a des localisations extrapulmonaires, il faut rechercher l'atteinte pulmonaire, comme je vous l'ai dit déjà pour l'enquête autour du cas et pour les données de santé publique. Et un message maintenant qu'on martèle à nos étudiants et à nos étudiantes, une tuberculose, ça veut dire rechercher une infection par le VIH. C'était déjà bien notifié dans les recommandations précédentes. Et c'est aussi surtout rechercher un diabète. Et ça, c'est un petit peu moins fait dans nos pratiques cliniques. Pour ce qui est du traitement, il n'y aura pas beaucoup de scoops. Je vais vous en parler aussi des restrictions d'accès à des molécules qui font qu'on ne peut pas notamment updater nos recommandations. J'utiliserai les abréviations classiques. Et parmi les modalités du traitement, on va parler des molécules juste après, il y a la partie isolement. Quand on a une tuberculose pulmonaire bacillifère en France, avant les nouvelles recommandations, on les gardait 15 jours à l'hôpital et au bout de 15 jours, après le début du traitement, on refaisait des BK crachats pour voir si c'était négativé ou pas. Là, les nouvelles recos, elles disent on peut faire sortir le malade avant ces fameux BK crachats de contrôle s'il n'y a pas de vulnérabilité sociale, s'il n'a pas de caverne, donc ça veut dire s'il a une charge bacillaire qui est relativement basse, s'il prend bien ses traitements et s'il n'y a pas de personnes vulnérables au domicile.
Je ne vais pas parler de façon plus étendue sur l'isolement, parce qu'il y a des recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière qui a émis des recommandations. Là, vous pouvez flasher le QR code, il marche, avec vraiment des algorithmes décisionnels en fonction de s'il est bacillifère, pas bacillifère, et on pourra en rediscuter éventuellement après. Donc, pas de scoop pour le traitement de la tuberculose sensible pulmonaire et extrapulmonaire au détail près des exceptions que je vais vous montrer juste après. Une quadrithérapie pendant 2 mois et une bithérapie pendant 4 mois, la classique. Il y a un schéma court avec la rifapentine qui a fait l'objet d'une publication en 2021 par Suzanne Dorman dans le New England. Malheureusement, en France, on ne peut pas appliquer ce schéma court parce qu'on n'a pas la rifapentine, contrairement de ce que j'ai compris au Maroc, qui a accès, je ne sais pas si vous avez accès à la rifapentine, ouais, vous avez accès, nous on n'y a pas accès. En Europe, on n'a pas accès à la rifapentine, donc on ne peut pas avoir ce schéma court. Donc, dans nos recommandations, c'est toujours le schéma de 6 mois qui est recommandé. On s'est dit quand même, quand on a une tuberculose post-bacillaire, typiquement celle qu'on découvre dans l'enquête autour d'un cas, si l'examen direct est négatif, la culture est négative, on a une atteinte limitée à un log sur la radio, on peut se permettre de raccourcir le traitement avec 2 mois de quadrithérapie isoniazide rifampicine et ethambutol pyrazinamide et 2 mois de bithérapie isoniazide rifampicine. En revanche, si la tuberculose elle est très très extensive, avec par exemple de lobes, des grosses cavernes, ou si la culture des crachats M2 est positive, eh ben on peut prolonger le traitement jusqu'à 9 mois, et là on prolonge la bithérapie, au lieu de faire 4 mois, on fait 7 mois de bithérapie. Pour la tuberculose neuroméningée, on commence par la quadrithérapie standard 2 mois. Si pas possible de mettre un des 4 antituberculeux majeurs, on remplace par une quinolone, lévofloxacine ou moxifloxacine qui diffuse bien dans le cerveau. Et les recommandations françaises, maintenant, c'est de mettre par voie intraveineuse, pour les 2 premières semaines, l'isoniazide et la rifampicine, avec la rifampicine à la dose de 20 mg kg. Cette recommandation-là, elle repose sur un argument pharmacocinétique en se disant la rifampicine, c'est environ 10% de passage dans le système nerveux central. Si on met double dose, on va en avoir un petit peu plus dans le cerveau. Attention, ce n'est pas démontré dans les essais cliniques qu'augmenter la rifampicine, ça permet une meilleure évolution de la tuberculose neuroméningée. Il y a un essai clinique qui n'est pas encore publié, mais qui a été montré à l'ECMID dernier, qui s'appelle Harvest, où ils ont regardé 35 mg kg de rifampicine versus la posologie normale. Il n'y a pas d'amélioration avec 35 mg kg versus la posologie normale. On pourra en rediscuter tout à l'heure. Et donc la tuberculose neuroméningée, on la traite 9 à 12 mois en fonction bien sûr de comment évolue le malade. Parfois c'est un petit peu plus, s'il reste des images, s'il ne l'a pas complètement récupéré, c'est des discussions ensuite d'experts. Et un gros point de la recommandation, c'est que la corticothérapie adjuvante, elle est systématique, quelle que soit la nature de l'atteinte, même chez le patient vivant avec le VIH. Je vous dis ça, mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Il y a eu un papier publié il y a 2 ans par Donovan et collaborateurs sur la tuberculose neuroméningée chez le patient vivant avec le VIH, qui montrait qu'il n'y avait pas de bénéfice de la corticothérapie versus placebo dans l'évolution des tuberculoses neuroméningées sur la mortalité, sur l'évolution. C'est un essai qui a été pas mal critiqué, donc nous on a pris le parti, en attendant des preuves un peu plus solides, de continuer à mettre de la corticothérapie adjuvante systématique, même chez le patient qui vit avec le VIH. Et pour les anti-TNF-alpha, on les positionne si la tuberculose neuroméningée est corticorésistante, réfractaire ou s'il y a un iris sévère. Pour la tuberculose osseuse, on recommande un traitement par quadrithérapie standard. On peut remplacer l'éthambutol par la lévofloxacine ou la moxifloxacine qui a une meilleure diffusion osseuse, et la durée se discute entre 6 et 9 mois. Un point important des recommandations, avant ces nouvelles recommandations, on mettait assez largement de la corticothérapie en cas de tuberculose pleurale pour réduire le risque de séquelles, et dans les tuberculoses péricardiques. Maintenant, c'est un petit peu plus nuancé. Ça peut être discuté s'il y a un épanchement abondant, s'il y a un risque de constriction ultérieure, à discuter avec les spécialistes d'organes respectifs. Et si on a une tuberculose résistante à l'INH, à l'isoniazide, maintenant, dans les recommandations, on se positionne pour faire 2 mois de quadrithérapie en remplaçant l'INH par une quinolone, et ensuite 4 mois de bithérapie avec encore les quinolones qui remplacent l'isoniazide, sachant que dans les recos-MS, c'est encore les recos-MS actuels, ils ne recommandent pas de faire 2 mois puis 4 mois, ils recommandent de faire 6 mois de quadrithérapie.
Donc on se distance un peu des recours OMS, parce qu'on a un peu de recul. En France, on a utilisé ce schéma-là de quadrithérapie puis bithérapie avec de bons résultats. Donc on a pris le parti dans les recommandations de faire comme ça. Et bien sûr, l'étude de la sensibilité au quinolone est recommandée en phénotypique et en génotypique. J'en ai presque fini, 4 minutes, je vais même finir en avance. 2 papiers à ne pas rater cette année sur des sujets qu'on n'a pas vraiment couverts dans les recommandations que je vous laisserai consulter, qui sont en libre accès. Il y a un papier best-of de la tuberculose qui fait 1 an de revue sur la tuberculose et sur les mycobactéries atypiques, qui est en open access. Donc si vous flashez le QR code, vous pouvez y avoir accès gratuitement, qui est fait par l'équipe de Tibinet et qui résume 150 références. Et le deuxième papier, c'est ce papier revue systématique / guideline pratico-pratique. C'est si vous avez une tuberculose chez un enfant qui naît d'une mère avec une tuberculose, en fonction des différentes situations cliniques, il y a des algorithmes très bien faits par une équipe d'experts internationaux qui sont disponibles dans cette publication. Je vous remercie de votre attention.